Bonjour Ariane, merci d'être parmi nous. Salut Marie-Claude. On se voit après un an. Tu m'as aidé avant la naissance de mon premier enfant. Ouais, alors que le mien avait à peine 6 mois, je pense qu'il était encore tout petit. Oui, puis on l'a vu à l'écran, c'était trop mignon. Puis là, ben, un an plus tard, presque, mon enfant va ses affaires bientôt. On fait un bilan HNI. On s'est mis à en parler sur les médias sociaux et un journaliste est tombé sur une de nos publications et a décidé d'en faire un sujet d'article. Et ça l'a un peu explosé. Ouais, il Euh, disait que ça avait été beaucoup lu, hein? Oui, c'était sa chronique la plus lue de 2022. Quand Euh, même. la semaine n'est même pas finie. Nous, de notre côté, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir pour nous dire merci d'en parler. Puis, on a aussi reçu des questions supplémentaires. Fait qu'on s'est dit, t'as lancé l'idée, en fait, de faire une question-réponse en direct. Yes. Fait que c'est ça, la petite mise en contexte. Je vais énumérer quelques-unes des questions. Comme ça, les gens vont savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et s'il y a des questions qui sont pas encore mentionnées, que vous voulez avoir des réponses, écrivez-les directement en commentaire. On a aussi Vincent, notre technicien à côté, qui va nous aider. Peux-tu lui dire bonjour? Une belle grosse vache. Fait que, on va couvrir dans le prochain, disons, à peu près 45 minutes, le quoi et le pourquoi de l'hygiène naturelle infantile. On va couvrir aussi du comment. Donc, c'est quoi, comment on sait que le bébé a envie, qu'est-ce qu'on fait la nuit, qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur de la maison, comment on transitionne du couche à moins de couches, et aussi du pratico-pratique comme utilisez-vous des sous-vêtements pour votre bébé. Bonne Donc, question. fait qu'on peut commencer par la question de base. Et qu'est-ce que l'hygiène naturelle infantile? Mhm. Est-ce que tu veux que je me lance? Yes. Je vais y aller avec ma plus récente définition de la chenille parce que au fil des années, peut-être aussi qu'on peut commencer par une petite présentation. Ah, ben Moi, oui, c'est absolument. Ariane. C'est moi qui est derrière tout ce que fait le petit pot plus tôt. Donc, je suis une maman de 3 enfants, puis j'ai découvert la chenille quand mon plus jeune avait 3 mois. J'ai été d'abord surprise, sceptique, intriguée, mais quand même très curieuse. Puis je m'y suis mis tout de suite. Puis à partir de 4 mois, mon bébé a commencé à faire caca exclusivement sur la toilette. Pour les pipis, c'était peut-être 1 sur 2 qu'on réussissait à avoir dans le pot, la toilette, le lavabo, puis le reste, on mettait une couche le reste du temps. Puis j'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai des amies qui étaient super curieuses, mais il n'y avait pas beaucoup de ressources en français à l'époque. Puis des fois des ressources qui n'étaient pas exactement adaptées à notre culture, notre climat au Québec, hein, qui est super froid en hiver. Fait que j'ai commencé par faire une page Facebook. Après ça, j'ai fait la formation de coach de Good Apple Free. Puis j'ai commencé à faire des cours en personne, des cours en ligne, des groupes de soutien, des consultations privées. Puis maintenant, j'ai aussi une petite boutique en ligne avec du matériel non pas essentiel parce qu'on peut faire la chenille de manière très frugale, mais qui donne quand même un bon petit coup de main. Donc, c'est ça pour moi. Yeah. Et, ben, en fait, je vais poser la question tout de suite parce qu'on se l'est fait demander. Est-ce, comment ça a été reçu, cette approche-là, dans ton entourage? Ben correct. Écoute, c'est sûr que pour certaines personnes, on a fait comme beaucoup de choses bizarres. Là, ça a commencé avec accoucher en maison de naissance avec une sage-femme. Ah oui, j'espère qu'il y a un médecin pour la superviser. Non, la sage-femme au Québec est une professionnelle spécialiste de l'accouchement physiologique. Elle n'a pas besoin d'être sous tutelle jusqu'à le cododo, le portage en peau à peau. Il a bien l'air pogné. T'es sûr qu'il aime ça? Oui, il aime ça. C'est ça qu'il veut. C'est ça qui lui rappelle quand il était dans le bedon. Fait que la chenille, c'est sûr que ça a comme surpris un peu, mais comme j'avais vraiment beaucoup de curiosité puis d'intérêt, j'ai comme, on dirait, rapidement cherché des outils aussi pour faire comprendre au monde autour de moi c'était quoi l'intérêt de l'approche. Puis c'est surtout que ça marchait vraiment bien. Tu sais, si je m'étais comme obstinée avec un bébé qui hurle pour qu'il fasse pipi dans la toilette, je pense que de fait, là, comme les membres de ma famille auraient pu s'inquiéter ou se questionner sérieusement, mais tu sais, le fait qu'ils ont vu que très rapidement, je comprenais ses signaux, ils comprenaient ce que je lui Mhm. communiquais, on arrivait à s'entendre, puis que ça lui permettait de rester au sec, propre, plus souvent, plus longtemps, puis que ça aidait à toutes sortes de choses, ça aidait à l'allaitement, ça aidait au portage, ça aidait à avoir un bébé comme juste plus confortable au quotidien. Je pense qu'on peut difficilement s'opposer à ça quand on voit tous les bénéfices.
Oui, quand on l'observe, je pense que c'est là. Tu sais, parce que l'imaginaire d'un bébé sans couche, et il y a des gens pour qui c'est impensable, mais quand on Mhm. l'observe puis qu'on le voit puis que le bébé a l'air bien, je pense que ça change la donne. Puis justement, comment est-ce que toi, tu en parlais autour de toi? Quel mot tu utilises? Comment tu définis l'approche? Ouais, ben j'en suis arrivée. J'ai élaboré plusieurs définitions avec le temps. En fait, moi, l'information que j'avais à la base, ça provenait de Go Diaper Free, du monde anglophone. Fait qu'en anglais, on a le terme Elimination Communication pour parler de la chenille. Fait que, tu sais, j'aime vraiment ça parce que ça rappelle l'idée que le but de la chenille, c'est vraiment la communication avec l'enfant, c'est comprendre ses besoins, lui apprendre tranquillement l'utilisation du pot, lui apprendre à s'exprimer, à communiquer ses besoins. Fait que ça ramène vraiment la communication au centre de ça. Puis il y a Go Diaper Free, Diaper Free, qui est souvent traduit par bébé sans couche, mais c'est qu'en anglais, Diaper Free, free ça peut être sans, mais c'est aussi la liberté. Fait qu'il y a la liberté d'être sans couche, mais aussi comme d'être libre par rapport à notre dépendance aux couches. Puis ça me parle plus que le fait d'être juste sans Hmm. couche, parce qu'on peut faire la chenille avec des couches, avec des culottes, avec des protections de toutes sortes. Puis tu sais, si on regarde les êtres humains à travers le temps, sur la planète, tu sais, il y a différents types de protections qui sont utilisées. Fait que tout ça pour en arriver à ma définition actuelle que j'aime bien. Je pense qu'il est un bel équilibre entre plusieurs éléments. C'est que la chenille, c'est une alternative à l'utilisation exclusive de couches pour gérer le besoin d'hygiène du bébé. Fait que déjà, on a l'idée que c'est une alternative, c'est un outil qu'ont les parents, c'est une possibilité. Fait que c'est pas de dire, vous êtes obligé de faire ça, sinon vous maltraitez votre enfant. Tu sais, je suis vraiment pas du tout dans ce mindset-là, puis vous non plus, fort heureusement. C'est juste de dire, c'est un outil, c'est une option, puis c'est une alternative. Fait qu'on garde l'idée qu'on sait que c'est pas la norme ici, là, de faire ça, là. C'est quelque chose d'alternatif à l'utilisation exclusive de couches. Donc, pas à l'utilisation de couches tout court, mais au fait, on sait que nos bébés ont besoin de faire pipi et caca, puis la solution qu'on se fait proposer en tant que société, c'est mettez une couche 24/7 à votre enfant jusqu'à temps qu'il ait 3 ans, puis qu'il soit parfaitement capable d'utiliser le pot. Tu sais, mettons, tu sais, il y a comme les couches de piscine, là, que c'est comme tout le monde est un petit peu stressé quand ils mettent ça parce qu'on sait pas si on va devoir laver un caca ou quoi. Mais tu sais, fait que c'est juste l'idée que oui, la couche, on peut l'utiliser, mais encore une fois, c'est comme un outil. Tu sais, on met la couche entre les visites au pot, on va au pot entre les temps qu'on met des couches. Puis donc, il existe d'autres options qui s'offrent à nous pour répondre aux besoins d'hygiène du bébé. Puis ça, c'est important, c'est le cœur, répondre aux besoins d'hygiène du bébé. C'est pour ça que la chenille peut se situer dans la grande famille de l'attachment parenting, du parentage proximal, tu sais, de voir que c'est vrai que c'est pratique. Moi, en tant que parent, je trouve ça le fun. Laver moins de couches, avoir un bébé, tu sais, qui a pas comme du caca et foiré dessus, tu sais, plus comme, je trouve ça pratique, mais je le fais pas pour moi. Je le fais pas avant tout pour mon avantage. Je le fais vraiment pour répondre aux besoins de mon bébé, pour son confort, pour le développement de sa propre conscience corporelle, le développement de ses capacités, son autonomie, tout ça. Puis, ça fait la fin de la définition. Une alternative à l'utilisation exclusive de couches pour répondre aux besoins d'hygiène du bébé. Je trouve que c'est quand même pas pire. Oui, moi, j'adhère. C'est pour ça que quand j'ai vu ton travail, je voulais te parler, puis on a fait l'épisode de podcast l'année dernière. Puis je pense que par rapport aussi à l'approche, une des inquiétudes, c'est qu'on précipite les choses ou que c'est vu dans les mots qui sont utilisés. Tu sais, en réponse justement à l'article du Journal de Montréal, il y a des gens qui étaient inquiets par rapport à ce qu'on précipite le développement. Est-ce que c'est du dressage? Mm. Fait que j'imagine que c'est aussi des inquiétudes que tu as reçues. Qu'est-ce qu'on en sait par rapport au développement de l'enfant, puis quand est-ce qu'il est prêt ou pas prêt à quoi? Ouais, ben ça c'est une question en plusieurs questions. Puis je comprends que c'est des questions légitimes parce que on n'est pas habitué de voir ça. Pour ce qui est de tout ce qui est développement psychomoteur du bébé, j'aime vraiment beaucoup me référer à Rokia, avec qui vous avez fait un épisode de podcast, alias Miss Psychomote sur les réseaux sociaux. Elle, c'est une psychomotricienne. Puis elle a fait un livre sur la chenille. Fait qu'elle, côté études, éducation, tu sais, est backée.
Fait que, tu sais, évidemment, le but, c'est pas de mettre de la pression à l'enfant. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de confusion avec l'éducation à la propreté selon les approches traditionnelles. Tu sais, on n'essaie pas de faire ça avec un enfant de 2 semaines, là. Tu sais, moi, j'ai des cours sur la chenille, puis j'en ai un autre sur l'éducation à la propreté. Puis oui, il y a une certaine continuité. Vers 18 mois, on peut faire des approches hybrides. Mais tu sais, en général, c'est pas du tout la même chose. Fait que, est-ce que l'enfant est prêt? La réponse, c'est prêt à quoi? C'est parce qu'en un sens, ça va être dur de savoir si notre enfant est prêt. Si il sait pas c'est quoi un pot, on n'a jamais essayé avec lui, on lui a jamais expliqué, il a jamais connu rien d'autre. Comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour quelque chose qu'on ignore complètement? Fait que c'est ça aussi le but de la chenille. Des fois, je parle de la chenille comme d'une familiarisation avec le pot. Fait que, tu sais, le but, c'est pas de dresser notre bébé pour qu'il soit propre en 2 semaines, mais simplement de lui partager l'idée que la couche n'est pas la seule place pour faire ses besoins. Puis très rapidement, le bébé se rend compte par lui-même que la couche n'est pas la meilleure place. Donc, s'il réussit à communiquer, s'il y a un parent qui est attentif à ses besoins, ce qui est, j'en suis très consciente en étant mère de 3 enfants, pas toujours possible. Tu sais, si on fait un road trip, c'est pas possible de s'arrêter à chaque 5 minutes pour chacun des enfants. Mais simplement que le bébé se sente entendu, se sente compris, puis comprenne que il peut faire ses besoins dans un pot, dans une toilette, puis que ça va être plus facile, plus confortable. Puis oui, ça, les bébés, ils sont prêts quand on prend le temps de leur apprendre, de leur expliquer. Puis ils sont capables. Moi, quelque chose qui me choque un peu dans ces commentaires-là, c'est comme les gens qui disent ah non, mais c'est pas possible, les enfants ont pas de contrôle de leur sphincter avant 2 ans. Puis là, t'es comme fait que t'es en train de me dire que ce que je vis au quotidien, c'est pas possible. Tu sais, c'est vraiment des drôles de commentaires, surtout quand tu rentres dans une communauté à chenille, puis tu sais, tout le monde le fait, là, tout le monde voit son bébé qui est capable de communiquer, de contrôler à l'intérieur de ses capacités. C'est sûr, là, je ne demanderai pas à un bébé de 3 mois, attends un peu, on arrive à la station-service dans 5 minutes. Mon enfant de 5 ans, je peux lui demander, est-ce que tu es capable de te retenir un peu? Oui, non, ah, maman, ça commence à urger, OK, on va s'arrêter sur le bord de la route. Tu sais, il y a un espace pour plus de discussion, plus de terrain d'entente, mais tu sais, un petit bébé, on ne demande pas ça, mais reste qu'ils sont capables. Fait que moi, de me faire dire, non, ils sont pas capables, moi aussi, je les ai vus, les commentaires, puis ça, c'est on dirait que c'est celui qui me fait le plus tiquer, puis en même temps, je suis comme, est-ce que tu veux dire qu'il est pas capable ou est-ce que tu veux dire que c'est pas bon pour lui? Parce que, tu sais, mettons, si on regarde, toute la question du sommeil, tu sais, un bébé est capable de dormir, mais là, est-ce que c'est bon pour lui? Tu sais, si on laisse pleurer ou avec l'alimentation, tu sais, ma grand-mère, elle me dit que pour ses bébés, son médecin lui disait de donner de la purée à 1 mois. Tu sais, fait qu'il était capable d'en manger, mais en même temps, est-ce que c'était bon pour lui? Tu sais, maintenant, on nous dit que, tu sais, le système digestif est pas prêt avant 6 mois. Fait que, tu sais, est-ce que qu'on me dise qu'il est pas capable, ça, j'ai comme de la misère avec ça. Qu'on me demande si c'est bon pour le bébé, tu sais, si c'est souhaitable, là, on peut discuter. Là, ça, c'est plus des questions qui m'intéressent parce que je suis d'accord que, vu que c'est très marginal, ça va pas de soi. Mais encore là, ça aussi, on peut y répondre. Oui, puis ce que j'ai réalisé grâce à ma doula récemment, c'est elle qui me dit, tu sais, Marc-Claude, cette pratique-là, c'est marginal en ce moment, mais c'est pas une pratique alternative, là. Dans toute l'histoire de l'homme, il n'y en avait pas nécessairement des couches industrielles qu'on utilisait, comme tu disais, 24/7. Il y a encore plein de peuples qui n'en utilisent pas. Fait que c'est perçu comme marginal dans la société occidentale, mais ailleurs dans le monde, c'est même pas un choix, puis les gens, ils le font pas par dépit non plus parce qu'il leur manque de couches, puis je pense que moi, ce que j'adore questionner par rapport à la couche ou n'importe quelle technologie, c'est qu'il faut un peu briser cette perception-là qu'une technologie nous rend plus civilisés. Puis qu'une fois qu'on l'a, c'est impossible de s'en départir parce que par notre évolution, pendant des millénaires, il y a énormément de technologies qu'on n'avait pas et on vivait bien. On était des êtres épanouis, on vivait en société, on collaborait, on s'entraidait, puis on vivait bien, puis on n'était pas constamment malade. Une des perceptions, justement, c'est que, ben oui, mais avant, au Paléolithique, on mourait, puis c'était atroce. Puis, justement, au prochain épisode de podcast avec Ingrid Baillot, on déconstruit aussi cette perception-là, qu'on avait une vie de misère. Puis que la chenille, c'est un... Surtout pour tout ce qui est comme périnatalité, accouchement, hein,
c'est pas long qu'on nous rappelle là, qu'apparemment les femmes mouraient en couche. Là, écoute, c'est un miracle que l'humanité ait survécu à ça. Là. Fait que vraiment ça aussi, cette vision-là que la chenille, c'est un retour en arrière puis c'est primitif. Moi, c'est comme ça me fascine en fait cette question-là. Fait que, fait que justement, quand j'ai eu la réflexion comment on faisait avant que la couche industrielle existe, ben dans ma tête, c'est automatiquement possible, puis l'enfant pouvait très bien vivre comme ça parce que c'est notre héritage, tu sais. Bref, mais si on revient à la société dans laquelle on est en ce moment, où c'est une société de la couche, c'est ce qu'on connaît. Comment on peut apprendre une autre approche. Fait que, tu sais, les questions dans le comment faire, premièrement, c'est souvent quand commencer. Est-ce que je peux commencer à la naissance? Est-ce que je peux commencer plus tard? Ben tout à fait. Ce qui est vraiment le fun avec la chenille, en tout cas, moi, avec l'approche que j'ai, de 0 à 18 mois, c'est la période pour commencer la chenille. Puis, tu sais, c'est sûr que souvent, on entend que c'est mieux. Plus tôt, c'est mieux. C'est sûr que, mais en fait, chaque âge a un peu ses avantages. Puis, moi, ce que j'aime pas, c'est quand faut que je commence à la naissance, des parents vraiment motivés se le mettent comme une obligation puis se mettre de la pression avec ça, là. Fait que, une grosse partie de mon travail, c'est oui, expliquer, c'est vrai que quand le bébé est tout petit, vous avez commencé dès la naissance, fait que j'imagine que vous l'avez vu, là, un bébé qui est pas encore habitué aux couches, ben t'as pas à défaire des apprentissages puis des habitudes. Fait qu'en un sens, c'est plus facile pour ça. Un bébé qui commence à, qui est sur de ce côté-ci du ventre, puis qui commence à manger, ben toute la digestion, c'est nouveau, fait que l'élimination aussi, fait que ça le surprend, il va être très vocal par rapport à ça. Mais si vous, c'est tellement de chamboulement, votre épisode sur le 4e trimestre, ça m'a vraiment touchée parce que je trouve que c'est vraiment une période qui est difficile, c'est une période dont on parle pas assez, je pense qu'on se fait pas assez préparer. Puis, on en voit tellement, des femmes qui, justement, là, accouchent, puis 3 jours plus tard, vont faire leur petit jogging léger, que comme, on s'imagine pas, que je vais rester couchée pendant 1 mois, fait que... Mais en tout cas, fait que, des fois, c'est dur de concilier la chenille, s'il y a des problèmes d'allaitement, si on se remet d'une césarienne, si on a, il y a toutes sortes de situations. Fait que, le message que je veux vraiment passer, c'est paniquez pas si vous n'arrivez pas à le faire pendant les premières semaines de vie de votre bébé. Il y a encore plein de temps. Moi, quand j'ai eu mon premier, je savais même pas que ça existait quand il est né. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai essayé, il y avait 3 mois, puis il a super bien embarqué. Puis encore là, des fois, j'en parlais à des amis, puis là, je disais, ben, vers 6 mois, quand tu commences les solides, les caca changent, ils commencent à être plus réguliers, ou au contraire, il y a des problèmes de constipation, tu veux l'aider, la chenille, c'est bon pour ça. Vers 9-10 mois, un bébé qui s'assoit bien, il se tient sur le pot, ça peut être bon. Vers 1 an et plus, c'est un bébé qui commence à marcher, un bébé qui commence à parler. Fait plein d'étapes du développement, c'est aussi des étapes pour intégrer l'apprentissage du pot, ramper vers le pot, s'asseoir sur le pot, pointer la toilette. Là, moi, mon 18 mois, il commence à dire caca, là, il dit caca après. Mais clairement, je suis comme OK, fait que là, la conscience est de plus en plus là. Fait que c'est opportun. C'est opportun pour ça, là. Fait que rendu à 18 mois, on a aussi un enfant qui est assez mûr psychologiquement pour l'apprentissage de la propreté avec les méthodes plus traditionnelles, parce que il commence à se comporter différemment, à réagir différemment aux consignes, aux apprentissages qu'on lui fait. Mais avant ça, honnêtement, chaque âge est propice, là, puis il y a vraiment moyen de moyenner, là. Mm-hmm. Puis la charge mentale, parce que c'est intéressant aussi là avec tes 3 enfants. Yes. Est-ce que il y a une grosse question aussi de la charge mentale, de dire OK, même si c'est possible, même si c'est bénéfique, si c'est pas soutenable pour le parent, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que tu as trouvé, toi, que la charge mentale de la chenille était équivalente ou pire à la couche traditionnelle, le jetable traditionnel? Comment tu l'as vécu? C'est une bonne question, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus en premier. Je crois, là, tu parlais du 4e trimestre tantôt, que le 4e trimestre est intense de tout bord, de tout côté. Et que je n'appelle même pas ça une charge mentale, moi, c'était de la détresse psychologique. Vraiment. Ouais. L'allaitement, ça a été
plus difficile que je me serais attendue. Je pensais que c'était quand même assez intuitif, mais j'ai réalisé qu'il faut apprendre à tenir un nouveau-né parce qu'on n'est plus en Ouais. contact avec des bébés. Non. La prise du sein est pas... C'est comme, il y a un réflexe au tétage, il y a comme un instinct vers le sein, mais tu sais, comme on dirait que c'est un apprentissage aussi. Ça a Ben été oui. difficile. Tout en même temps, là, d'apprendre à être un parent, mais aussi d'avoir choisi des approches qui sont pas nécessairement, qui sont pas appliquées par nos familles. C'est ça que j'ai trouvé tough, c'est le décalage. Parce que vu que c'est des pratiques qui sont plus appliquées par la masse, ben, on peut plus, tu sais, on peut pas nécessairement se tourner vers la grand-maman puis dire, ah, peux-tu m'aider? Peux-tu? C'est comme nous, il fallait apprendre, puis par observation, les autres pouvaient peut-être nous aider dans certains cas. Fait que je pense que pour moi, c'est même plus de la charge mentale, c'est être parent sans une vie de clan. Pour moi, c'est inimaginable maintenant. Et ce qui a vraiment aidé, c'est que avec Vince, comme spontanément, il a comme pris en charge l'hygiène naturelle infantile. Il a dit, OK, Marc-Claude, tu te remets ta césarienne, tu sais, comme focus sur l'allaitement. Je vais comme prendre le leadership là-dessus. Comme ça, moi, j'avais moins à y réfléchir. On ne se lançait pas tout le temps la balle en ping-pong. Il a dit, c'est à toi, c'est à moi. Fait que ça, je pense que ça a beaucoup aidé. C'est qu'ils prennent le leadership là-dessus. Puis, on a la chance de travailler ensemble dans la maison. Fait que c'était aussi réaliste parce qu'il a pu le maintenir dans le temps. Fait que l'enjeu après ça, le retour au travail, la garderie, on n'a pas été confronté à ça. Mais je peux comprendre que dans certains cas, ça ajoute du travail. Mais finalement, bref, après comme tout le 4e trimestre, la vie commence à aller de mieux en mieux. Et j'ai trouvé qu'il y a un point clair où l'hygiène naturelle me semble beaucoup plus simple que la couche, finalement. Parce que c'est moins de nettoyage. Tu sais, si le bébé, il n'est pas comme complètement rempli de caca, il faut le dire, là, c'est pas beurré. Il y a des couches qui débordent, finalement, là. Le bébé est beurré, puis le plancher, il est beurré. Ma deuxième, là, c'est que ça débordait, là. Il y en a, ils sont juste de même, là, tu sais. Fait que je me disais, il me semble que c'est plus simple de le mettre sur le pot. Puis ce qui nous a fascinés, je sais pas si c'était ça pour toi, mais comme un bébé qui fait caca, là, comme de manière libre, mettons, là, tu sais, on essuyait avec une débarbouillette, là, il y avait à peine de caca qui restait. Non. Puis j'étais comme, OK, c'est pas comme explosif, là, c'est pas comme... Jusqu'au milieu du dos, ouais, c'est là. ça. Fait que j'ai fait, au niveau de l'hygiène, j'ai trouvé que la chenille, c'était vraiment hygiénique, là. C'est comme, mais... Puis j'ai trouvé que ça amène une simplicité dans nos déplacements. On n'a pas à traîner plein de couches. Puis là, les grands-parents aident maintenant. On leur a jamais demandé, mais à nous observer, ils l'ont appliqué quelques fois. Puis ils ont un peu ce sentiment-là aussi que c'est un peu magique. Là. Tu l'amènes à la toilette, puis tu flushes, puis c'est fini. Fait que, bref, c'est ma réponse. Non, clairement. Tu me renvoies la balle? Oui, je te renvoie la balle. Moi, j'en parle pas tant en termes de charge mentale, mais plutôt comme en termes d'investissement de temps, parce que je sais pas, charge mentale, c'est quand même on voit ça souvent comme négatif là, parce que généralement mal partagé, puis c'est comme ça te travaille derrière la tête. Tu sais, je pense que la chenille, ça devient comme ça s'intègre dans ta routine, tu sais, c'est comme sur un back burner là, en arrière, là, tu sais, c'est comme tu viens y penser, mais la question c'est plus est-ce que oui, ça demande un investissement de temps, mais tu sais, c'est vrai que acheter puis changer des couches, ça prend aussi du temps. Tu sais, quand la garderie te dit il y a plus de couches, puis là t'es comme il est 8 heures le soir, faut trouver une pharmacie ouverte, puis là si t'es une famille avec un budget un peu serré ou avec l'inflation, t'es là genre où est-ce que les couches coûtent pas 50$ la boîte de 3 là, tu sais, j'exagère là, mais tu sais comme il y a des facteurs comme ça. Moi j'ai eu beaucoup les couches lavables, puis tu sais c'est vrai qu'il faut que tu planifies le temps pour les laver, tu sais les plier, les ranger, tout ça, tu sais je continue de penser que tu sais les couches lavables valent la peine même si ça demande mais la chenille aussi ça demande un investissement de temps. Il faut que tu prennes le temps de connaître, de comprendre ton bébé, de l'observer nu. Puis après, des fois, c'est vrai que, tu sais, en hiver, si t'es tout emmitouflé, puis que là, faut que t'enlèves tout à ton bébé, tu l'amènes, puis là, finalement, il fait pas son pipi dans la toilette, puis là, tu remets sa couche, tu remets son linge, tu remets son habit de neige, tu sais, fait que c'est vrai que des fois, c'est pas, tu sais, ça prend du temps à maîtriser, puis mais en général, je pense que ça prend pas tant de temps que ça à exercer, tu sais, ça s'intègre
sais, quand tu changes la couche de ton bébé, il y a déjà pas de couche. Tu sais, c'est pas beaucoup plus long l'amener à l'évier, au lavabo, tout ça. Fait que, puis tu sais, c'est sûr que à long terme, je pense que c'est un investissement de temps qui vaut la peine parce qu'après ça, ça te simplifie la vie, là. Tu sais, comme tu dis, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, là. Ça m'est arrivé de faire une sortie une journée avec mon bébé puis j'avais oublié mon sac à couche à la maison. Ça nous a pris 5 heures, nous en rendre compte. C'est juste quand on retournait vers la maison que j'ai fait, hey, on n'avait même pas notre sac à couche, tu sais, mais comme j'avais réussi à timer toutes ces visites aux toilettes, fait qu'il était resté dans ses petites culottes tout le long. Fait que, tu sais, ça, c'est comme, tu sais, je pense que la réaction normale, si tu te rends compte que t'as pas ton sac à couche puis que t'es à l'extérieur, c'est comme, OK, où la pharmacie la plus proche, on va aller en chercher parce que, tu sais, on peut pas passer une journée à l'extérieur sans couche, tu sais. Fait que ça, tu sais, j'avais trouvé que c'était quand même cool, tu sais. Fait que si par contre on parle de la question du partage, ben je pense que c'est vraiment comme à chaque couple de parents à voir comment est-ce qu'ils veulent gérer ça. Là, je pense que il y a quand même un certain nombre, ma clientèle, tu sais, c'est essentiellement des mamans, là, on se le cachera pas, là, mais il y a quand même des hommes que ça intéresse ou qui réussissent à se faire convaincre. Puis je pense qu'il y a vraiment une grande fierté pour les papas, justement, quand ils sont capables de prendre en charge, puis tu sais, justement, d'apprendre à décoder leur bébé, puis à l'amener à la toilette, puis à répondre aux besoins, parce que, tu sais, on se le cachera pas que souvent, tu sais, avec un nouveau-né, le lien avec la mère est plus fort, là, tu sais, je veux dire, c'est biologique, là, mais fait que pour le père, d'avoir des occasions comme ça, de créer du lien, c'est quand même très cool. Fait qu'il y en a quand même qui se font convaincre. Puis même comme tu sais, quelqu'un qui me dirait genre, ah, tu sais, moi, je trouve que ça a l'air vraiment le fun, mais mon chum, ça y tente pas. Ben, tu sais, ça t'empêche pas de le faire, là. Tu sais, si ça te pèse puis que c'est une charge mentale dans ta vie, ben, tu sais, comme, laisse faire, là. Tu sais, c'est pas obligatoire, là. Ou, tu sais, comme, tu peux slacker puis aller moins souvent au pot, là. C'est pas grave, là. Il se passera rien de grave. Mais, tu sais, aussi, comme, j'ai déjà entendu parler de couples où, quand c'est la mère qui change la couche, elle met une couche lavable. Puis quand c'est le père qui change la couche, il met une couche jetable. Tu sais, chacun fait son affaire. Fait que, tu sais, c'est tout à fait possible. Quand c'est toi qui changes la couche, ça te tente de le mettre sur le pot, c'est cool. Quand c'est ton chum, il le fait pas, c'est correct aussi. Mais tu sais, entre toi et moi, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait un ou deux petits pompiers puis qu'ils se décident à le faire parce qu'ils voient que le bébé embarque aussi là-dedans puis a envie d'utiliser le pot pour, tu sais, son propre bien, là. Mm-hmm. J'adore comment tu parles d'investissement. C'est vraiment ça. Il y a tellement de pratiques, tu sais, qui sont sous la parentalité proximale. Je trouve que c'est des fois, c'est de poser des gestes maintenant, puis le résultat est pas toujours immédiat. Tu sais, des fois, oui, mettons le pot à pot, il y a un résultat immédiat. Nous, on le voit, mettons, ça apaise Marc-Aurèle, puis il dort mieux dans nos bras. Mais c'est aussi, tu sais, cette idée-là que plus tard, son lien d'attachement, sa confiance en lui, il va avoir va être bonne. Tu sais, on construit son sentiment de sécurité interne qui va l'amener à explorer, etc., etc. Mais ça, c'est de dire, ben ça vaut-tu la peine d'en faire maintenant en pensant que ça va payer dans 5-10 ans? Il y a des choses, je pense, qu'il faut comme considérer le coût immédiat en effort, en énergie, etc. Il faut aussi penser aux bénéfices immédiats et aux bénéfices futurs. Puis moi, c'est ça qui m'encourageait dans les moments les plus difficiles, c'est de me rappeler que c'est un apprentissage. Comme tu le dis, c'est un accompagnement. On apprend comme parent à communiquer avec notre enfant. Puis il y a des phases difficiles, puis j'essaie de me rappeler toujours qu'est-ce que je disais, de dire comme ça va être plus facile éventuellement, puis les efforts que je mets maintenant, ça va me simplifier la vie plus tard parce qu'il n'y aura pas à désapprendre l'usage de la couche. Fait que, moi, je le vois un peu comme ça. Fait que, merci. Puis même comme, tu sais, j'ai souvent des questions par rapport à l'entrée à la garderie, là, tu sais, parce que c'est vrai que c'est différent que d'être à la maison. La plupart des garderies, c'est pas très généralement. Si vous avez une garderie qui embarque, vous êtes chanceux, profitez-en. Il y en a une au Québec? T'as-tu déjà entendu parler? Oui, j'en connais du monde au Québec qui réussissent à y expliquer c'est quoi, puis c'est ça, ils sont pas tout le temps, tu sais, fermés ou mal intentionnés, tu sais, des fois c'est juste que ils connaissent pas ça, fait que quand ils en entendent parler, ils sont comme super surpris, super curieux. Des fois aussi c'est juste, ben tu sais, ils ont 5 enfants du même âge à s'occuper, là, fait qu'ils peuvent, tu sais, ils peuvent juste pas avoir toute l'attention qu'on a pour le bébé ou tu sais comme être capable d'arrêter les activités, tout ça, fait que tu sais c'est des trucs à comprendre aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui me disent comme, ah, mais là, tu sais, mon bébé va rentrer à la garderie à 1 an, tu sais, ça vaut-tu la peine? Ben, tu sais, moi, vraiment, mon idée, c'est que oui, ça vaut la peine. Puis, tu sais, mon 3e bébé, j'ai fait la chenille à temps partiel avec lui pendant peut-être comme, c'est 8 premiers mois de vie. Puis là, comme on est allé au chalet, on a eu une pause du pot. Puis, tu sais, après, j'avais juste
pas comme l'énergie, tu sais, de m'y remettre. Mais tu sais, je pense pas que ce qu'on a fait est perdu parce que pendant le temps où on l'a fait, j'ai eu, comme tu dis, plein de caca qui sont allés dans le pot et qui ont pas été effoirés sur lui. J'étais capable de lui offrir à un moment régulier pour, tu sais, qu'il se soulage. Tu sais, quand il était tout petit, des fois, je le laissais sans couche, puis tu sais, il était bien, puis j'avais vraiment l'impression de connecter avec lui, tout ça. Puis tu sais, c'est sûr que jusqu'à 8 mois, c'est pas super, tu sais, je sais pas comme à long terme, mais tu sais, un enfant qui le fait à temps partiel jusqu'à, tu sais, 1 an, tu sais, comme ma fille, elle a fait, tu sais, plus longtemps, elle rentrait à la garderie, tout ça, mais quand on a fait la propreté vers 20 mois, tu sais, j'ai quand même l'impression qu'elle s'en souvenait, là, tu sais, de c'était quoi utiliser un pot. Fait que, tu sais, non seulement, tu sais, je pense que oui, il y a des bénéfices immédiats, ça demande un investissement de temps, mais à long terme aussi, on place des cartes, là, tu sais, on a quand même, on donne à notre enfant l'idée que la couche n'est pas la seule place, ni même la meilleure place. T'sais. Fait que quand le pot revient dans le décor, il y en a qui font comme ah oui, tu sais, je me souviens de ça. Mm-hmm. Surtout pour les cacas, parce que aussi quand ça arrive des fois plus tard qu'il y a des enfants qui sont habitués à faire caca dans la couche, puis ils ont vraiment un blocage avec le pot, là, puis c'est quand même des cas difficiles à démêler, là, souvent comme j'aide les parents en 1 à 1, là, parce que c'est le genre de truc où il n'y a pas comme de méthode uniforme pour tout le monde, tout ça, mais tu sais, reste que la chenille, souvent, ça marche mieux avec les caca qu'avec les pipis, comme c'est plus instinctif. Je sais pas si c'est ton impression. Ben nous, ce qui a été simple, en guillemets, par rapport au caca, c'est que Marc-Aurèle, je sais pas si c'est ce que tu as vécu aussi, mais était ultra constant. Là. Il faisait un caca le matin. Comme quand il buvait. Là où ça a commencé à être différent, c'est quand il a commencé à manger des solides. Puis là, des fois, tu sais, il découvre des nouveaux aliments, il y a des périodes de constipation, mais Vince, je pense que ce qui l'a aidé, c'est qu'il était tellement comme attentif à Marc-Aurèle que les journées qu'il filait moins, on dirait qu'il se sentait, était comment, je pense que c'est sa digestion. Tu sais, il est constipé, il n'a pas fait son caca de la journée. La manée, il le faisait, puis il allait mieux. Fait qu'on dirait que, comme tu dis, il y a tellement des beaux bénéfices à la connexion avec son enfant pour ça. Puis finalement, les cacas, c'était plus facile parce que ça l'arrivait moins souvent. Puis je trouve que les signaux étaient un petit peu plus forts que les pipis. Oui, quand même. Puis, ben justement, une des questions, c'est quoi les signes que le bébé a envie? Tu sais, un peu cette interrogation le bébé, est-tu vraiment capable de communiquer? Puis comment il le fait, en fait? Tu sais, quand un bébé naissant, c'est comment on le sait? Ouais, ben il y a 2 types de visites au pot. Il y a les visites au pot peuvent être initiées par le bébé avec ses signaux, mais ils peuvent aussi être initiés par le parent, tu sais, qui va proposer, et qui est pas forcé, qui est pas obligé, il va juste proposer. Fait que c'est sûr qu'avec les bébés communiquent selon, tu sais, en fonction de leur développement. Fait que, tu sais, un bébé de 2 semaines ne dira pas, maman, s'il te plaît, la toilette. Puis 6 mois non plus. Mais, tu sais, toutes sortes de choses. Tu sais, ça va être beaucoup des pleurs, des mouvements. Plus l'enfant vieillit, il va pleurer à des moments particuliers. Par exemple, dans le porte-bébé, il y a des signaux particuliers quand l'enfant repousse, tu sais, parce qu'il y a l'instinct de pas souiller la personne qui s'occupe de lui. Tu sais, nos bébés, c'est des petits mammifères. Fait que comme les bébés singes, ils font pas pipi sur leur maman. Nos bébés, ben ils le font des fois, mais tu sais, ils ont quand même l'instinct d'au moins essayer de sortir, tu sais, avant de le faire. Fait que beaucoup de pleurs qui peuvent, tu sais, vouloir dire plein de choses là, pour le bébé. Fait que c'est intriguant pour le parent, mais c'est comme à nous à essayer de décoder ça. Puis avec un enfant qui vieillit, ben il peut dire pipi caca, il peut se déplacer vers son pot, le prendre physiquement, le pointer, s'agripper la couche, commencer à, tu sais, vouloir baisser les couches, les pantalons. Ça, c'est quand même, c'est des très bons signaux. Mais c'est sûr que au début, c'est peut-être un peu subtil, là. C'est pour ça qu'il faut commencer par faire de l'observation sans couche, vraiment sans couche, là, tu sais, puis dans ma trousse de départ qui vient avec mes cours maintenant, j'ai comme un petit tableau, là, tu sais, où on peut prendre une feuille puis le faire plus style maison, là, tu sais, puis noter, tu sais, puis après ça, une fois que tu sais à quelle fréquence ton bébé fait ses besoins, tu peux anticiper le besoin, tu peux utiliser des moments clés comme au réveil le matin. Tu sais, les êtres humains ont produit une certaine hormone quand on dort qui inhibe l'élimination. Fait qu'enfant comme adulte, quand on se lève le matin, c'est un bon moment pour aller aux toilettes. Au réveil de la sieste, les bébés,
pendant, avant ou après une tétée. Fait que, tu sais, sieste tétée, là, avec un nouveau-né, là, tu sais, t'as pas mal, ça te donne déjà beaucoup d'occasions par jour d'amener le pot, puis tu sais déjà que ça va être des occasions, tu sais, fort opportunes. Fait qu'après, c'est à balancer avec ta propre expérience comme parent, tu sais, si t'essaies d'amener ton bébé après la sieste, puis qu'il fait jamais rien, puis que là, à un moment donné, tu décides de le garder avec peut-être une couche minimaliste, puis tu te rends compte que ton bébé, tu sais, ça lui prend un petit 10 minutes, là, se réveiller dans la vie, là, puis après ça, il est Il n'y a pas réceptif besoin à de une prendre son visite au pot. café, là. Il n'y a pas besoin de son café matinal, mais il y a peut-être besoin d'un temps de réveil un petit peu. C'est ça, tu sais, moi, j'avais des bébés super fâchés au réveil, là, tu sais, fallait que j'ai berce, j'ai colle, fait que, tu sais, je faisais ça, puis là, après, là, quand ils recommençaient à être de bonne humeur, petit pot, nouvelle couche, puis on repart. Nous, ce qu'on a appris au réveil le matin, si on attend trop, mettons qu'on joue avec dans le lit, ou si je fais un, tu sais, mettons qu'il a soif puis je l'allaite assis sur moi, on dirait que là, il peut plus se retenir. Puis ça, c'est les derniers accidents qui arrivaient, c'était plus ce contexte-là. Fait qu'avec Vince, maintenant, c'est le réveil, tu sais, on le laisse sourire, tu sais, on joue un peu, puis après, on l'amène sur le pot, puis après, il est plus détendu, puis on continue de jouer dans le lit. Mais la nuit, justement, ça, c'est une des questions. Dans cette perception-là que les pipis sont complètement aléatoires, on a l'impression que la nuit, c'est absolument incontrôlable. J'étais vraiment curieuse, je pense pas qu'on en a parlé au podcast. Toi, ça s'est passé comment la nuit avec tes enfants? Moi, j'ai pas fait la chenille la nuit. Fait que je peux pas parler d'expérience. La chenille la nuit, c'est vraiment facultatif. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont déjà assez de problèmes à dormir tout court. Fait que, tu sais, si vous êtes un zombie la nuit puis que pour vous, amener un enfant au pot, c'est comme impensable, c'était pas mal ma situation. Fait que nous, on l'a pas fait. Okay. Mais, il y a beaucoup de témoignages de parents qui disent que c'est pas aussi dur que ça en a l'air. Ce que j'accueille avec le sourire, mais que j'ai pas... moi, ça m'a pas à donner. Mais c'est ça, c'est pas tout à fait aléatoire parce que comme je disais, les enfants, tu sais, la majorité des enfants, ils vont pas faire pipi vraiment pendant leur sommeil profond. T'sais, ils vont au moins entrer en état d'éveil ou de semi-éveil. Fait que, tu sais, un bébé va se mettre généralement à bouger. Tu sais, des fois, la nuit, t'as comme ton enfant, il fait comme, il pleurniche un peu, ça dure 1 minute, puis là, il se rendort, puis là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ben, tu sais, les enfants, ils vont quand même souvent entrer en semi-éveil pour faire leurs besoins. Fait que, si t'as un bébé que, tu sais, mettons, il se réveille, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, il chigne, tu lui donnes à boire, il chigne encore, tu sais, ça se peut que, tu sais, il y a des parents pour qui faire la chenille la nuit, ça aide le bébé à mieux dormir, ça aide le bébé à mieux boire, puis à mieux se rendormir après. Fait que si la chenille t'aide à mieux dormir, vas-y. Mais si la chenille nuit à ton sommeil, je pense que le sommeil, quand même, c'est assez prioritaire, là. Fait que... honnêtement, là, c'est peu que je pensais. Ouais. Mais encore là, nous, on l'a fait. Mais vous avez eu une expérience positive avec la chenille la nuit. Oui, puis j'étais juste curieuse de savoir, c'est ça, si c'était commun ou pas. Nous, à 6 mois, il portait plus de couches la nuit et ne mouillait plus son lit la nuit. Ce qui nous surprenait, là, parce qu'on n'avait pas trop lu sur ce qui se passe la nuit. Nos attentes, c'était pas ça. Fait que c'était juste agréable comme découverte, on dirait. Puis les premiers mois, ce qu'on a fait, les premières semaines, c'est ça, c'était tellement chaotique la nouvelle vie de parent que je pourrais pas dire qu'est-ce qui était tough. C'était-tu la chenille, c'était-tu l'allaitement, c'était-tu l'apprentissage du cours de C'était juste tout ensemble. Mais finalement, je trouve peut-être ce qui nous a simplifié la vie, c'est que, tu sais, on était en cododo. Nous, notre matelas, c'est un futon japonais posé au sol. Fait que Vince, tu sais, le maître à chenille de la maison, ben quand on sentait que Marc-Aurèle, on essayait, tu sais, s'il se réveille légèrement, c'est parce qu'il a soif, ben après, c'était est-ce qu'il a envie de pipi. Fait que la nuit, on l'amenait au pot. Fait que Vince, dans le fond, il avait juste à se retourner, tu sais, faire un pivot, à prendre le bébé, à le déposer sur le pot. Si on voyait qu'il n'était pas réceptif, on le retirait, mais des fois, ça arrivait, il y avait des pipis. Je dois dire que dans les premières semaines, là, c'était pas mal tout le temps le piqué. Il mouillait le piqué. C'était pas... la nuit, on n'attrapait pas vraiment de pipi. Mais, tu sais, j'avais un système où, par moment, il portait une couche. Puis, par moment, je le laissais libre parce que je voulais le plus d'informations possibles. Je voulais savoir, c'est ça, à quel moment ça l'arrivait pour comme un peu apprendre. Parce que quand on met une couche, on n'a pas ça. Tu sais, souvent, comme les parents vont me dire, ah non, tu sais, il est pas prêt, tu sais, sa couche est vraiment mouillée le matin, mais tu sais, ça se peut que ton bébé soit comme pratiquement sec toute la nuit, puis c'est juste quand il se réveille, la seconde où il se réveille, là, il fait un gros pipi. Fait que tu sais, quand t'as une couche jetable, c'est dur à dire, mais tu sais, moi, avec les couches lavables,
tu sais, tu touches, puis tu sais, si c'est comme mouillé froid, tu sais que ça date. Si c'est mouillé chaud, tu sais que ça vient juste d'être fait. Ouais. Fait que tu sais, tu peux te dire, tu sais, est-ce que si je suis capable d'arriver à son berceau 30 secondes plus tôt, je peux le sortir puis l'amener, tu sais, fait que ça c'est vrai que c'est bon de savoir est-ce que mon bébé fait vraiment pipi toute la nuit ou juste le matin quand il se réveille. Ouais. Tu t'as dit autre chose qui m'a rappelé quelque chose puis je sais plus c'est quoi. Ah oui, les siestes. Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi, mais comme moi, je pense que j'étais plus à l'aise de commencer par les siestes, tu sais, pour le dodo sans couche. Puis je pense qu'il y a d'autres parents aussi parce que, tu sais, si jamais ça marche pas, ben, tu sais, premièrement, t'es pas toi-même endormi. Ben, en tout cas, c'est le fun de faire des siestes en même temps que bébé, mais tu sais, comme ça peut être peut-être une manière plus envisageable pour certaines parents, tu sais, de commencer les dodos sans couche parce que c'est vrai que c'est surprenant, là. Tu sais, si t'as un pipi avant que ton bébé se couche, surtout pour une sieste, là, c'est pas long, là, tu sais, fait qu'il y a quand même vraiment des bonnes chances, là, qu'il reste au sec, là. Ou, tu sais, des fois, juste de, comme, mettre une petite culotte, pas une couche au complet, fait que, tu sais, comme ça aide le bébé à comprendre que c'est différent, puis qu'il faut qu'il se retienne au réveil. Puis, tu sais, l'habitude de se retenir au réveil pour faire dans le pot. Après ça, une fois qu'on l'a acquis pour les siestes, je pense que ça se transpose bien le matin aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs alternatives pour quelqu'un qui voudrait comme commencer à voir ça. Mais tu sais, clairement, quelqu'un qui me dirait, genre, mon bébé se réveille la nuit, il pleure, on sait pas ce qu'il y a, tu sais, je dirais clairement essayer d'enlever la couche pour voir s'il veut faire Si envie, un pipi, là, ouais. Ça serait comme une des pistes de solution, là. Tu sais, mais c'est ça, la chenille, c'est pas tant faire, c'est souvent comme une piste c'est aussi souvent une piste de solution pour un problème. Tu sais, on peut être amené à la chenille en lui-même, mais des fois aussi, c'est comme on se rend compte que mon bébé a des irritations, mon bébé est constipé, mon bébé pleure, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a, puis c'est comme, moi j'aime ça, promouvoir la chenille, c'est comme un outil de plus dans notre boîte à outils de parents, tu sais, qui peut aider vraiment les parents. Puis ce qui est fascinant, c'est que les gens qui avaient pas l'intention de faire de l'hygiène naturelle infantile, je l'observe avec les bébés autour de moi, les parents finissent par le savoir quand même, à dire, ah là, je pense qu'il fait caca. Tu sais, comme on dirait, parce qu'ils voient les patterns, tu sais, même si t'es pas attentif à 100%, après quelques semaines, quelques mois, tu connais ton bébé. Ben oui. Puis, tu sais, mettons, là, il mange sa collation, il s'apprête à manger, puis il se lève dans sa chaise haute, puis là, il a l'air de grouiller, puis là, il doit être en train de faire son caca. Puis, finalement, ben, peut-être que c'est aussi simple de l'amener sur le pot direct à ce moment-là. Puis, je pense que tu le dis, hein, qu'il y a des parents qui commencent comme intuitivement ça, tu sais, parce qu'ils disent, hey, ça me sauve une couche, tu sais. Ouais, il y a des gens qui savent même pas que ça existe la chenille puis qui le font là, tu sais, fait que c'est comme mais aussi ça, tu sais, tu parles des cultures à travers le monde, tu sais, il y a des places où la chenille a comme pas de nom là parce que c'est juste ça qu'on fait là, tu sais, c'est comme si je te demande c'est quoi ta technique toi pour te moucher, tu vas dire genre ça a pas de nom là, tu sais, je fais juste comme je me moucher. Oui. Mais tu sais, tu regardes à travers le monde puis ce que tu fais c'est pas, tu sais, c'est quand même spécifique, tu sais. Comme on n'est pas obligé de rentrer dans le sujet de se moucher, mais tu sais, c'était juste un exemple que c'est tellement banal que ça n'a pas de nom. Là. Ouais. Le manger, c'est pareil. C'est pas de la diarrhée, ça s'appelle manger. Puis c'est pas du dodo, ça s'appelle dormir. Tu sais, mais là, on a une époque où il faut nommer les choses pour les comprendre, puis les étudier, puis les partager. Mais fait que, moi, je trouve ça beau comment les parents finissent par développer une certaine intuition. Puis c'est une façon facile, en guillemets, de commencer. Tu sais, c'est de dire, quand tu vois ces cues-là, moi, c'est ça que tu m'avais fait réaliser que je trouvais super puissant, c'est que souvent aussi, on confond, tu sais, cette intuition-là de dire, il est en train de faire pipi ou caca, mais souvent, c'est les signaux précurseurs. L'enfant t'exprime qu'il a besoin d'y aller, mais on pense qu'il est en train de le faire, mais tu as un délai. Est-ce que tes enfants, nous, ça on l'a remarqué, là, font des pipis d'alerte? Vite, ça remarqué ça, là. Des fois, il fait un petit pipi, mais pas au complet. Oui. Il y a vraiment l'impression que c'est pour dire « Hey, le warning shot, là! » Ouais, ou comme j'essaie de me retenir, mais là, c'est pas facile, aidez-moi. Ouais, clairement, on le voit en chenille, mais on le voit aussi beaucoup avec les plus vieux, parce qu'ils ont une vessie plus grande, ils ont plus de capacité de se retenir, puis des fois aussi, c'est comme, mettons un enfant qui est en train de jouer, puis là, c'est comme, là, je commence à avoir vraiment envie, mais j'ai envie de continuer de jouer, fait que je vais en laisser sortir juste un petit peu. C'est comme, tu sais, là, il y a plus de réflexion, là, qui commence à se faire, là. Fait que c'est pour ça que c'est comme, des situations comme ça, on les approche différemment, tu sais, qu'on a un bébé de moins d'un an ou un bébé, tu sais, puis un bébé, là, un enfant de 2-3 ans, tu sais, de vraiment dire comme, là, on va laisser le jeu, on va aller faire pipi, puis on va revenir, puis ton jeu va être encore là, mais tu sais, clairement,
tu le sais, tu le vois, là, tu sais, fait que... Ben oui, ça arrive, ou comme le frisson, avez-vous déjà eu ça, vous? Quand il est sur le pot, il est comme... Quand il fait pipi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, nous, c'était tellement clair, là, tu sais, que des fois, tu vois ton bébé, il est comme tout seul, il fait rien, puis là, frissonne, puis là, t'es là, ah, bon, ben, va falloir qu'on change la couche, hein, ou tu sais, va falloir qu'on aille passer la guenille, tu sais, parce que quand il fait sur la toilette, c'est drôle, tu sais, c'est fou qu'il y a des signaux, tu sais, aussi clairs, là, puis communs, là, chez beaucoup de bébés, tu sais. Notre technicien Vincent à côté nous laisse me dit il reste 10 minutes. Après ça, Instagram nous coupe automatiquement. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez nous les écrire. Il reste encore quelques minutes, on va pouvoir les répondre. On a couvert plusieurs choses. Je finirai avec deux éléments. Il y a l'aspect aussi, le défi de quand on sort de la maison, parce que là, on parle beaucoup de l'environnement de la maison. Ouais. Et aussi, une petite question pratico-pratique sur les sous-vêtements pour bébé. Fait que je commençais à l'extérieur de la maison. Comment tu te sentais quand tu devais sortir avec ton enfant? Quand tu étais en train d'apprendre étonnamment, le chenille? mettons, j'ai parlé avec mon premier, j'ai toujours trouvé que la chenille, c'était plus simple à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur. OK. Étonnamment, parce qu'on dirait aussi qu'à un certain âge, les enfants comme intègrent le concept de société, puis comme que c'est pas la même chose qu'à la maison, puis qu'il y a d'autres mondes, fait que on se comporte, là, je pense que, je le dis en termes d'adultes, là, mais je pense que dans le cerveau d'enfant, tu sais, c'est plus comme c'est ailleurs, c'est nouveau, c'est différent, je suis curieux, je regarde, j'ai un petit peu plus d'inhibition. Fait que moi, ça a toujours bien été à l'extérieur. Je traînais mon petit pot portatif qui est la potette, que si ça intéresse des gens au Québec, je viens d'en recevoir une grosse boîte à côté de moi. J'en ai tout plein. Je vais les ajouter à ma boutique en ligne. Fait que ça, c'est un petit pot qui se replie comme, puis qu'on peut traîner dans un sac à couche ou sous une poussette facilement. Fait que moi, j'aimais beaucoup ça le traîner. Sinon, j'essayais d'utiliser les toilettes autant que possible, puis je tenais mon bébé en position accroupie ou sinon dans un parc, un arbre. Moi, c'est pas des choses qui m'ont dérangée. Avec généralement, je mettais une couche lavable pour les sorties. J'aimais beaucoup les tout en un ou les couches à poche. Parce qu'une fois qu'un bébé est comme assez vieux pour pas nécessairement marcher, mais se tenir debout en s'accotant, mettons, tu rentres dans une cabine, bébé s'y est debout, tu baisses les pantalons. T'enlèves pas les souliers puis tout. Tu fais juste baisser les pantalons, enlever la couche. Si elle est sèche, tu la mets. Moi, je la mettais sur mon épaule. Je prends, il fait son pipi. Après ça, je le remets debout, puis je rattache. T'sais, une couche plate debout, c'est bien compliqué. Une couche tout en un debout, ça le fait. Un peu plus vieux, avec différents types de culottes imperméables d'ablard. Après ça, des culottes d'entraînement en coton seulement avec un pantalon en laine. Après ça, en commando. Il y a aussi la notion de protection extérieure, dont je parle beaucoup avec, plus pour les plus vieux, là, quand on est dans les périodes d'apprentissage de la propreté. Parce que des fois, les culottes d'apprentissage imperméables, doublées en pull, ça ressemble tellement à une couche que, les enfants, ils vont les utiliser comme une couche. Tandis que si tu prends un pre-fall ou, une vieille serviette que tu mets sur ton panier d'épicerie, mais que ton enfant est en commando dans ses pantalons, pour lui, il va comprendre qu'il faut qu'il se retienne. Mais s'il se retient pas, ben, t'as quand même ta protection, mais elle est à l'extérieur. Ça fonctionne avec les coquilles aussi, tout ça. Fait que, c'est comme des petits trucs comme ça que j'ai. Mais en général, à l'extérieur, moi, je trouve ça va bien. Là, c'est sûr, l'idéal, si tu trouves une toilette individuelle fermée avec une table à langer, tu peux bien t'installer. Mais sinon, il y a vraiment d'autres options aussi, là. Puis moi, dans ma tête, un endroit où un chien peut faire pipi, un bébé peut faire pipi, puis c'est correct. Oui, dans le sens que ça semble... Ben, c'est ça, il y a des gens qui sont inconfortables à l'idée, à cette idée-là. Même nous, tu sais, c'est arrivé dans des parcs, mais on allait derrière des petits buissons, puis on voulait pas surprendre les gens avec des fesses de bébé tout nus en plein milieu du parc, mais moi, je me disais que ça allait être plus simple dehors, justement. Puis, j'ai réalisé que souvent, on était dehors en portage avec Vince. Là, c'était ultra facile parce que Marc Aurèle presque jamais fait de pipi sur nous en portage. Là où j'ai été plus stressée que je m'attendais, c'est quand j'allais à l'extérieur de la maison puis que j'avais des réunions, des rencontres puis qu'on jasait puis que là, mon attention n'était pas à 100% sur le bébé. Là, c'est arrivé des pipis. Puis nous, je laisse commando en ce moment.
Fait que c'est arrivé des pipis dans le gazon, dans le sable à côté. Puis, tu sais, j'étais plus nerveuse. Ouais, ouais. Vu que c'est Vince qui a l'idée, moi, je suis dans l'étape où je dois aussi apprendre, gagner confiance là-dedans parce que c'est vraiment ça, c'est un apprentissage. Fait que, moi, m'habituer. Puis, fait que c'est le maillon, moi, à l'extérieur de la maison, dans un événement social qui est mon défi, mettons, tu sais, en ce moment. Puis apprendre à faire pipi dans la nature, même comme adulte. Je sais toujours pas comment faire ça. Puis avec Marc Aurèle, j'aime ça. Mais j'ai entendu qu'il y a plein d'enfants qui trippent aussi. Marc Aurèle, en ce moment, qui approche d'1 an, on dirait qu'il s'est habitué au pot. Puis comme tu dis, quand il est dans un environnement nouveau, puis qu'on essaie de faire pipi, juste la texture du gazon sous ses pieds, il comprenait pas. Fait que ça aussi, finalement, c'est un apprentissage. Fait qu'on est rendu là. Puis pour la position d'élimination, en tout cas, le temps est presque complet, mais je vais poursuivre les recherches sur la position d'élimination. On en avait parlé un peu au podcast, comment, tu sais, pour les adultes, il y a le squat, qui est la position comme universelle et de notre histoire. Physiologique, là, ouais. Qu'on perd avec la toilette surélevée. Puis on a essayé avec le petit bébé, mais en tout cas, il y a encore une couple d'affaires par rapport à ça que je dois apprendre, de savoir comment les autres cultures faisaient, parce que j'ai vu des images de bébés couchés sur les jambes de la maman, avec les jambes, tu sais, fait que ouais. Je pense que j'ai vu ces images-là aussi. Fait que ça, je pense qu'on va le garder pour une autre fois. Il nous reste quelques minutes. On va regarder le vite si on avait des questions. 5 minutes. OK. Puis, je vais en profiter pour dire que tu as des formations. Que ta boutique, tu as des formations et tu offres un 5 de rabais à l'audience s'ils cliquent sur le lien qu'on va fournir. Je sais pas comment. On va mettre un lien ou avec le code VIVAS pour mes deux cours, autant pour les plus petits que pour les plus vieux, là, parce qu'on est conscient que il y a peut-être du monde ici qui se pose des questions pour les enfants plus vieux. Là, fait que, oui, exactement. Il y a des possibilités aussi. Donc, je vous invite à regarder ce qu'Ariane fait. Moi, j'ai acheté plein d'affaires sur sa boutique. D'ailleurs, le prochain pot qu'on va acheter, c'est sûrement la potette. Il est tellement pratique, là. Il est tellement pratique. Nous, on a essayé différents modèles. Justement, on a une vanne. Fait que, on voulait un pot comme rigide. Il était un petit peu trop à mon goût, mais il était comme 3 en 1. Mais là, c'est niaiseux, mais c'est mal designé. Le pipi coule entre les étages. En tout cas, faut tester. Je pense que c'est vraiment ça le mode apprentissage. Là. Des fois, il y a des outils avec lesquels on va tomber en amour. Puis il y en a d'autres qui moi, la potette, c'est ça. Là. Je l'ai tellement utilisée. Puis il y a personne qui la vend au Canada. Fait que j'étais là, genre, faut que je la rende disponible. Là. C'est des produits que j'ai en boutique. Soit je les fabrique, soit c'est des exclusivités ou c'est des produits que j'ai vraiment aimé utiliser avec mes enfants. Fait que c'est pour ça que je suis super contente là, d'avoir tous ces produits-là disponibles au Québec. Oui. Ouais, merci pour ton travail. Toi, tu es à Québec. Yes. Est-ce que tu l'offres encore? Je pense qu'il y a des gens qui sont de la région qui pourraient même venir pour un pick-up au lieu de livraison, pour sauver la livraison. J'offre l'option de ramassage. Moi, je suis dans le quartier Limoilou, puis je donne l'adresse exacte après la commande. Oui, c'est pas besoin de divulguer. Ou s'il y a des gens qui veulent faire des commandes groupées, tu sais, si vous êtes plusieurs dans une ville, la livraison est gratuite, passez 150 $ d'achat. Fait que, tu sais, si vous êtes une couple d'amis, ça m'est arrivé du monde là qui commande genre 5 pots ensemble. Tu sais, c'est plus écolo aussi de faire juste un seul shipping pour plusieurs. Oui, excellente idée. Bon, ben, écoute, ça va conclure notre discussion qui va être enregistrée et partagée par après parce que je pense que c'est du contenu qui est intemporel. Merci énormément pour ton travail. Merci à toi. Toujours un plaisir de collaborer avec vous. Oui, puis je pense que la chenille, c'est un sujet qui laisse personne indifférent. Je pense que, je ne sais pas comment tu le ressens, mais je pense que l'intérêt va juste grandir à partir de maintenant. Puis l'article de journal, moi, je pense que ça va être le plus lu de ce journaliste-là cette année. Fait que allez le lire pour me donner raison. Bon, ben merci, puis je te dis, en fait, à la prochaine, tout simplement. Bye Marie-Claude, à la prochaine. Ciao. Merci tout le monde.